Eleanor Mitchell laissa tomber sa tasse de café, la porcelaine éclatant en 1000 morceaux sur le carrelage de sa cuisine. Elle restait figée, les yeux rivés à la fenêtre donnant sur son jardin. Là, effondré sous ses rosiers primés, gisait ce qui ressemblait à un chien squelettique avec quelque chose d'horriblement anormal autour de la tête. Ce n'était pas un simple animal errant. Un énorme conteneur en plastique était fermement coincé autour de son crâne, comme un masque grotesque annonçant la mort. Dans la cour voisine, sa voisine, Madame Langford, poussa un cri glaçant. Le tuyau d'arrosage glissa de ses mains tremblantes, arrosant sans direction les feuilles d'automne jonchant le sol. Le hurlement déchira le silence paisible de ce matin tranquille à Pine Creek, au cœur du Minnesota, comme un coup de tonnerre. Le cœur d'Eleanor battait si fort qu'il lui semblait cogner contre ses côtes. Elle se rappela les derniers mots de Grace, sa petite fille, 6 mois plus tôt. « Grand-mère, promets-moi que tu aideras les animaux. » L'ironie était aussi cruelle qu'implacable. Voilà qu'un être mourant venait jusqu'à elle, et elle, trop engourdie par le chagrin, ne l'avait même pas remarqué. « Mon Dieu, depuis combien de temps tu souffres comme ça, mon pauvre ?» murmura-t-elle en saisissant son téléphone d'une main tremblante. Mais ce qui la tourmentait encore plus, c'était cette étrange impression que quelque chose dans cette scène lui semblait terriblement familier, comme un souvenir oublié qui ressurgissait avec une intensité douloureuse. Laisse un like si tu as aimé et partage ton avis dans les commentaires. Dis-nous aussi depuis quelle ville tu regardes. Et maintenant, reprenons l'histoire. Eleanor Mitchell avait toujours cru qu'à 72 ans, elle avait déjà affronté le pire que la vie pouvait offrir. Elle se trompait. 6 mois plus tôt, sa petite Grace, âgée de 7 ans, avait été fauchée par un chauffard à seulement 3 pâtés de maison de l'école primaire de Pine Creek. Le conducteur ne s'était jamais arrêté. L'affaire avait rapidement été classée faute de preuves, et le monde d'Eleanor était devenu un tombeau silencieux. La vieille maison victorienne qui résonnait jadis des rires et des jeux de sa petite fille n'était plus qu'un mausolée. Chaque matin, Eleanor mettait 2 assiettes sur la table. Une pour elle, l'autre pour Grace, comme si la fillette allait franchir à nouveau la porte, les genoux pleins d'herbe, prête à raconter ses aventures de récréation. À 7h15 précise, elle rangeait la seconde assiette. Ce rituel la brisait, mais d'une étrange façon, il la maintenait aussi en vie. Le Seigneur ne nous donne jamais plus que ce que nous pouvons supporter, soufflait-elle à la photo de Grace posée sur la cheminée. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il me surestime. Ces mots étaient devenus sa prière quotidienne, une supplique lancée dans le vide. Avant sa retraite, Eleanor avait été l'institutrice adorée de Pine Creek pendant 43 ans. Elle vivait maintenant avec $1200 de sécurité sociale par mois et son existence lui semblait aussi creuse que le vent d'automne secouant ses volets. Les habitants, de 800 âmes tout au plus, lui adressaient encore des sourires compatissants, mais leur regard trahissait cette tristesse qu'on réserve aux êtres irrémédiablement brisés. 3 mois plus tôt, des événements étranges avaient commencé à secouer ce coin tranquille du Midwest. La famille Easton, l'une des plus riches du coin, avait quitté leur manoir de Maple Lane sans prévenir. Un soir, leur maison brillait de 1000 feux. Les SUV de luxe garés en bataille devant la porte. Le lendemain matin, un panneau à vendre avait été planté à la va-vite sur la pelouse parfaitement taillée. Aucune fête d'adieu, aucun mot, pas même un courrier adressé aux voisins qu'il côtoyait depuis plus de 15 ans. Et puis, il y avait eu ce chien, un grand berger allemand, au pelage fauve tirant sur l'or, aperçu plusieurs fois errant dans les rues. Ce n'était pas un vagabond ordinaire, il avait cette prestance rare, presque noble, même si son corps affaibli trahissait des jours de misère. Plusieurs riverains avaient tenté de l'approcher, mais l'animal restait insaisissable. Il apparaissait à l'aube, disparaissait au crépuscule, tel un spectre en quête de quelque chose ou de quelqu'un. Lors du dernier office dominical, le pasteur Samuel Clarkson avait évoqué l'animal dans son sermon. Il avait encouragé sa communauté à veiller sur toutes les créatures de Dieu, même celles qui n'avaient plus de foyer. Eleanor avait hoché la tête avec les autres, sans imaginer un instant qu'elle serait bientôt liée au sort de ce chien d'une façon qui changerait sa vie à jamais. En le regardant maintenant effondré sous ses rosiers, Eleanor comprit que parfois, ce qui nous brise est aussi ce qui peut nous guérir. 7 jours plus tôt, la fuite précipitée de la famille Easton avait commencé à 3 heures du matin. Adam Easton, 22 ans, titubant d'ivresse après avoir vidé une bouteille de scotch volée à son père, avait passé un appel paniqué. « Papa, je crois que j'ai tué quelqu'un. »
Sa voix tremblait à l'autre bout du fil. Le capot de sa Porsche fumait encore au bord d'une petite rue déserte, à quelques pâtés de maisons de l'école de Pin Creek. Dès les premières lueurs de l'aube, la famille Easton activait ses connexions. Valises entassées, comptes vidés, billets d'avion achetés sous de faux noms. Leur priorité, disparaître. Dans cette précipitation fébrile, ils oublièrent Shadow. Shadow, le berger allemand de 4 ans, avait été le compagnon d'Adam depuis ses années adolescentes chaotiques. Ancien chien policier, il avait été réformé pour stress post-traumatique. Dans la tornade émotionnelle qu'était Adam, Shadow représentait une ancre, un point fixe, une constante. Et pourtant, ce matin-là, il fut laissé derrière, seul, oublié. L'immense bidon de plastique abandonné dans la cour arrière de la maison vide servait autrefois à stocker du sirop de maïs. Un résidu sucré tapissait encore ses parois. Shadow, poussé par la faim et l'instinct, s'était approché. Il n'avait rien mangé depuis 2 jours, survivant uniquement à l'eau de pluie et au reste que des passants bienveillants avaient laissé sur son chemin sans jamais pouvoir l'atteindre. Son flair détecta la douceur au fond du conteneur. Il y enfonça le museau, puis la tête. Et quand il voulut se retirer, le piège se referma. Le goulot du récipient, conçu pour éviter les débordements lors du transport, s'était refermé comme une mâchoire autour de son cou. Shadow recula brusquement, grattant frénétiquement le béton de la terrasse abandonnée. Il se roula au sol, heurta des poteaux, des troncs, tenta de briser l'enveloppe de plastique en y mettant toute sa force. Mais plus il luttait, plus l'objet s'enfonçait, comprimant ses voies respiratoires, laissant à peine passer l'air. Tout son entraînement, rester calme, réfléchir, analyser, s'évanouissait sous le poids de la panique. L'instinct reprenait le dessus, fuir, survivre, respirer. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Eleanor traversait sa propre tempête. Chaque matin, elle s'asseyait près de sa fenêtre, guettant des signes de vie dans son jardin. Elle espérait voir un écureuil, un oiseau, un chat errant, n'importe quoi qui prouverait que le monde continuait à tourner. Et puis, elle l'avait vu, ce chien, ce berger magnifique qui traînait parfois près de l'ancienne maison des Easton. Elle en avait parlé à Madame Langford. Ce n'est pas un simple chien perdu. Il cherche quelque chose, il attend. Eleanor avait toujours eu un don pour comprendre les animaux. Les enfants qu'elle enseignait le savaient bien. Ils lui racontaient leurs rêves, leurs peurs, les maladies de leurs hamsters ou les bobos de leurs chatons. Mais ce chien, elle n'arrivait pas à s'en approcher. Un traumatisme d'enfance, une morsure à l'âge de 7 ans, la paralysait à chaque fois qu'elle tentait de franchir cette barrière invisible entre elle et lui. Elle avait voulu l'aider, vraiment. Mais son corps la trahissait. Son petit-fils, Noah Mitchell, 16 ans, l'appelait presque tous les jours depuis Minneapolis. Sa voix de plus en plus éteinte portait un poids immense. « Maman pense que je devrais venir passer un peu de temps avec toi », avait-il dit lors de leur dernière conversation. « Je n'arrive pas à arrêter de penser à Grace. Je n'arrive pas à me pardonner. » Eleanor sentait son cœur se briser à chaque mot. Noah était le grand frère de Grace, son protecteur autodésigné, et il s'en voulait de ne pas avoir été là, ce jour-là, pour la raccompagner de l'école. Le 5e jour, Shadow avait cessé de lutter. Ses forces l'abandonnaient. La faim, la déshydratation et le plastique enserrant sa gorge le réduisaient à l'état de spectre. Sa belle fourrure tombait par plaques. Ses pattes tremblaient à chaque pas. Et pourtant, il marchait encore. Quelque chose en lui, un reste d'instinct, une mémoire, une mission non accomplie, le poussait en avant. Il n'était pas un simple chien. Il avait été formé pour servir, pour protéger. Et il avait échoué. Alors il cherchait encore. Peut-être une dernière fois, mais ce qu'il ignorait, c'était que cette dernière mission était sur le point de le trouver. Ce matin-là, gris et brumeux, fut celui où tous les fils du destin commencèrent à se rejoindre, tissant une trame invisible qui allait bouleverser Pine Creek à jamais. Eleanor s'éveilla avec une sensation étrange, une urgence dans la poitrine qu'elle n'avait pas ressentie depuis l'enterrement de Grace. Une sorte de feu fragile sous les cendres de la douleur. « Aujourd'hui, j'arrête d'avoir peur », murmura-t-elle devant la photo de sa petite fille, ses doigts tordus par l'arthrose, caressant doucement le cadre argenté. « Ta grand-mère va redevenir courageuse, ma chérie. » À 2 pâtés de maison de là, la docteure Rachel Hayes se tenait devant sa table de cuisine, dans le petit appartement au-dessus de la clinique vétérinaire. Elle relisait une lettre qu'elle avait déjà réécrite 17 fois. Âgée de 40 ans, Rachel était revenue à Pin Creek officiellement pour reprendre le cabinet du vieux docteur Barnes, parti à la retraite. Mais tout le monde en ville savait que la vraie raison de son retour n'avait rien à voir avec un changement de carrière.
Rachel était la fille adoptive d'Eleanor, celle qui avait claqué la porte 20 ans plus tôt après une dispute violente sur son choix de devenir vétérinaire au lieu de suivre la médecine humaine, comme Eleanor l'espérait. « Tu gaspilles ton don ?» lui avait dit Eleanor, blessée. « Dieu t'a donné des mains pour soigner des gens, pas des animaux. » Les mots avaient été durs et Rachel, furieuse, avait répliqué avec une cruauté égale avant de faire ses valises et de tourner le dos à tout ce qui comptait. 20 ans de silence, 20 années d'orgueil et de blessures non dites, et maintenant cette lettre toute simple entre ses mains. « Maman, je suis désolée, est-ce qu'on peut essayer de se retrouver ?» Mais à chaque tentative de glisser l'enveloppe dans la boîte, son courage flanchait. Comment rattraper 2 décennies d'absence ? Comment demander pardon pour chaque anniversaire manqué, chaque épreuve traversée, loin de la seule femme qu'il avait aimée sans condition? Pendant ce temps, Noah Mitchell bouclait sa valise à Minneapolis. Il en avait assez. Assez de ses parents qui marchaient sur des œufs autour de lui, écrasés par leur propre deuil, incapables de l'aider à surmonter le sien. Lui savait ce qu'il lui fallait, sa grand-mère, sa force, son silence plein de foi, de bonté et de douceur. « Je vais chez mamie », déclara-t-il calmement au petit déjeuner. « Elle a besoin de moi, et moi j'ai besoin d'elle. » Le pasteur, Samuel Clarkson, de son côté, arpentait les rues du quartier en prière silencieuse. Depuis quelque temps, il était troublé par les rumeurs d'un chien blessé que personne n'arrivait à approcher. Il se rappelait sa propre descente aux enfers, des années plus tôt, quand l'alcool l'avait presque détruit, jusqu'à ce qu'Eleanor lui tende la main. C'était elle qui l'avait aidé à retrouver la foi. Alors ce matin-là, il adressa une simple prière au ciel. « Seigneur, montre-moi comment aider cette créature, et montre-nous comment guérir cette ville. » La convergence se produisit à 9h47 du matin quand Eleanor franchit le pas de sa porte avec un bol d'eau tiède et quelques restes de poulet rôti. Elle avait pris sa décision. Sa peur des chiens n'était rien comparée à la responsabilité qu'elle avait envers ces êtres sans voix. Grace disait toujours que j'étais plus brave que je ne le croyais, murmura-t-elle en posant les offrandes près de la grille du jardin. C'est là qu'elle le vit. Shadow, allongé sous ses rosiers, ses flancs se soulevaient à peine, chaque respiration semblant un supplice. Le plastique étouffait ses râles, transformant son souffle en un gargouillement sinistre. Le cri d'Eleanor fendit l'air, appelant à l'aide sans même qu'elle s'en rende compte. Madame Langford accourut en tremblant. Mais ce fut Rachel qui entendit l'appel à 2 rues de là. Parfois, les instincts les plus anciens ressurgissent quand l'urgence dépasse les blessures du passé. Sans réfléchir, Rachel attrapa sa trousse d'urgence et courut. Quand elle tourna dans l'allée, ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Sa mère, à genoux dans la terre, les mains tremblantes, les larmes coulant librement. « Rachel !» souffla Eleanor, les yeux pleins de détresse. « Je ne sais pas quoi faire. Il va mourir et je ne peux pas. J'ai trop peur de lui faire mal. Mais je peux pas le laisser mourir, pas comme ça. » Le mot « maman » flotta entre elles comme une passerelle qu'aucune des deux n'avait osé emprunter depuis 20 ans. Rachel s'agenouilla aux côtés de sa mère, ses mains déjà en train d'évaluer l'état du chien. Il est déshydraté, mal nourri. Le plastique a causé des lésions importantes. Il faut l'amener à la clinique, ça tout de suite. Je ne peux pas me le permettre, commença Eleanor, réaliste malgré l'urgence. L'argent après. La vie, c'est maintenant, coupa Rachel déterminée. Ses gestes étaient précis, professionnels. Les mêmes mains qui soignaient les genoux écorchés et consolaient les cauchemars dans la cuisine de leur maison s'employaient maintenant à sauver une vie. C'était comme si toutes ces années n'avaient été qu'une pause douloureuse entre 2 battements d'un même cœur. Le pasteur Clarkson arriva à temps pour aider à soulever Shadow dans le pick-up de Rachel. Derrière lui, Noah jaillit d'un taxi, encore essoufflé du voyage, le visage figé par la stupeur. Il n'eut besoin que d'un regard pour comprendre. Ce chien, ce n'était pas juste une urgence médicale, c'était un symbole, une rédemption, une mission. « Il va s'en sortir ?» demanda-t-il, la gorge serrée. Rachel le regarda, puis tourna les yeux vers Eleanor. « Je ne sais pas. Mais je vous promets une chose, je vais me battre pour lui. Comme j'aurais dû me battre pour rester dans cette famille. » Sa voix se brisa, laissant tomber les dernières murailles de fierté. « Maman, je ne le mérite peut-être pas. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance une dernière fois. » Eleanor tendit la main, caressa doucement la joue de sa fille. 20 ans de silence se fissurèrent. « Je n'ai jamais cessé de te faire confiance, ma fille. J'ai juste oublié comment te le montrer. » Ils chargèrent Shadow dans le véhicule. Aucun d'eux ne pouvait encore imaginer ce que cette journée allait révéler. Ni les secrets enterrés, ni les liens oubliés, ni la vérité bouleversante que portait, malgré lui, ce chien mourant qu'on avait voulu faire taire.
L'opération d'urgence pour retirer le conteneur de plastique débuta sous les néons criards de la clinique vétérinaire de Pin Creek. Rachel Hayes se tenait au-dessus de Shadow, le visage masqué, mais le regard tendu, concentré. Elle enchaînait les gestes chirurgicaux avec une maîtrise glaciale, mais chacun d'eux semblait taillé aussi dans ses regrets que dans le plastique. Dans la salle d'attente exiguë, Eleanor tenait une tasse de café oubliée entre ses mains tremblantes. Le liquide était froid depuis longtemps, mais elle refusait de la poser. À ses côtés, Noah faisait les 100 pas, incapable de rester en place. Chaque minute d'attente le ramenait à Grace, à ce jour qu'il aurait voulu revivre pour changer le cours des choses. « Grand-mère, dit-il en s'arrêtant brusquement, les yeux embués, et s'il meurt lui aussi? Et si on ne peut pas le sauver, lui non plus ?» La question flotta dans l'air, lourde comme une enclume. Eleanor comprenait ce qu'il demandait vraiment. Ce n'était pas seulement le chien, c'était leur histoire, leur douleur, leur impuissance face à un monde qui semblait détricoter tout ce qu'ils aimaient. « Alors au moins, on saura qu'on a essayé, répondit-elle doucement. Et parfois, essayer c'est tout ce qu'on peut faire. Pendant ce temps, dans la salle d'opération, Rachel luttait contre bien plus que les blessures visibles. Chaque coup de scalpel était un acte de pardon envers elle-même, un pas vers cette mère qu'elle avait fui, une tentative de racheter les années perdues. Le plastique avait laissé des marques profondes dans la chair de Shadow. Les infections commençaient à s'installer. Ses tissus étaient abîmés, son souffle irrégulier. « Accroche-toi, mon grand », souffla-t-elle. « Tu as survécu à des choses bien pires, je le vois dans tes yeux. Tu ne peux pas abandonner maintenant. » Quand enfin le dernier morceau de plastique tomba au sol, révélant l'ampleur des dégâts, Rachel sentit son cœur se serrer. Le chien était méconnaissable, son poil en lambeaux, ses côtes saillantes, ses pattes tremblantes. Mais c'était son regard qui la bouleversa. Un regard d'animal qui avait été trahi, abandonné, brisé, pas par la cruauté seule, mais par l'absence d'amour, d'attention. Elle avait vu ce regard-là trop souvent, dans les refuges, les cas d'abus, et parfois dans le miroir. Quel genre de monstre abandonne un chien comme ça? Murmura-t-elle en nettoyant lentement ses blessures. La rumeur du sauvetage de Shadow se répandit à travers Pine Creek comme une traînée de poudre. En quelques heures, la salle d'attente se remplit de visages familiers, anciens élèves d'Eleanor, membres de la paroisse du pasteur Clarkson voisin et curieux. Tous avaient entendu parler de cette vieille institutrice en deuil qui tentait de sauver un chien mourant, avec l'aide inattendue de sa fille revenue d'un exil de 20 ans. Madame Langford arriva avec une soupe maison et des murmures pleins de potins. « J'ai vu le garçon Easton charger des valises dans leur voiture la nuit où ils ont disparu, confia-t-elle à voix basse. 3 heures du matin si tu veux tout savoir, comme s'ils fuyaient quelque chose. Monsieur Hankinson, un vétéran bourru qui vivait juste en face de leur ancienne maison, ajouta à voix basse « Le chien a hurlé pendant des jours après leur départ. Je le sais, je l'entendais toutes les nuits. Mais impossible de l'approcher, il était trop digne. Trop fier pour quémander. » Petit à petit, les fragments se mirent à former un puzzle glaçant. La disparition précipitée des Easton, l'apparition de Shadow dans les rues, son état misérable. Ce chien n'était pas un errant, c'était un animal abandonné, un membre de leur famille, jeté dehors au moment précis où il fuyait la justice. Noah, qui écoutait tout en silence, fut le premier à formuler ce que tout le monde pensait. « Ils l'ont laissé mourir », dit-il simplement. « Ils l'ont laissé là, seul, pour qu'il crève. » Son visage, encore juvénile, était tendu par la colère. Une colère ancienne, une colère que ni les mots, ni le deuil, ni les prières n'avaient su apaiser. Le pasteur Clarkson leva doucement la main pour apaiser les murmures. « Ne sautons pas aux conclusions », dit-il avec calme. Peut-être pensait-il qu'il serait pris en charge. Peut-être croyait-il faire ce qu'il y avait de mieux. Mais Noah secoua la tête. C'est ce que les adultes disent de toujours quand ils font quelque chose de lâche. On pensait que c'était pour le mieux. Parfois, c'est juste mal. Point. Son éclat de voix plongea la pièce dans un silence lourd, mais Eleanor lui prit la main. Dans ce geste, tout le monde comprit que cette famille avait déjà trop souffert. La douleur de Noah n'était pas seulement celle d'un adolescent révolté, c'était celle d'un frère en quête de justice pour une sœur disparue, pour une promesse non tenue, pour un monde qui avait laissé faire. Après 3 longues heures, Rachel réapparut, les traits tirés, les yeux cernés, les gants encore tachés de sang séché. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Il est vivant », dit-elle simplement. Et le soupir collectif qui s'échappa de la salle semblait balayer des semaines entières de chagrin. Mais il n'est pas tiré d'affaire. Les infections sont graves. Il est extrêmement affaibli. Les prochaines 48 heures seront décisives. Eleanor se leva lentement,
ses jambes peu sûres sous le poids de l'émotion. « Je peux le voir ?» demanda-t-elle. Rachel acquiesça et la guida, elle et Noah, vers la salle de soins. Shadow reposait sur une table rembourrée, inconscient. Des perfusions serpentaient de ses pattes vers des poches suspendues, des bandages blancs enserraient son cou. Sa respiration était irrégulière mais réelle, présente, vivante. « Il a l'air en paix » murmura Eleanor, la main posée délicatement sur le flanc de l'animal. Comme s'il savait enfin qu'il était en sécurité. C'est alors que Rachel se tourna vers sa mère avec une lueur étrange dans le regard. « Maman, il y a quelque chose d'autre. En l'examinant, j'ai trouvé des détails intéressants. Il porte les cicatrices d'un entraînement intensif. Ce chien n'est pas un simple animal de compagnie. C'est un ancien chien de travail. Certainement un K9, un chien policier. » Noah se redressa d'un coup. « Tu veux dire qu'il a été un chien de police ?» « Oui, » confirma Rachel. « Il a été retiré du service, probablement suite à un traumatisme. Mais ses muscles, ses dents, son comportement, tout indique un passé professionnel. Et voilà ce qui me trouble. Un chien comme lui ne se promène pas sans but. Il cherchait quelque chose ou quelqu'un. » Le silence retomba. Un silence qui avait un goût étrange, celui du pressentiment, de la peur et d'une vérité bien plus grande que tous. Les mots de Rachel laissèrent un frisson silencieux dans la salle. Noah regardait sa mère, le visage figé par l'impact de cette révélation. Un chien policier, un ancien membre d'une unité K9. Ce n'était pas rien, ce n'était pas un détail. C'était le genre de choses qui pouvait tout changer, tout remettre en question. Le pasteur Clarkson, resté dans la clinique malgré l'heure tardive, s'éclaircit la gorge doucement. « Vous savez, je me souviens d'un article, il y a quelques mois, juste après l'accident de Grace. La police avait fait appel à des chiens pour tenter de retrouver des indices, des témoins. Un chien K9 avait été déployé à Pine Creek. Tous se figèrent. Rachel se redressa lentement, ses pensées bourdonnant. « Tu es en train de dire que ce chien pourrait avoir été là, le soir où Grace est morte ?» Le pasteur hocha la tête prudemment. « Je ne dis pas que c'est certain, mais le moment coïncide. Et si c'est bien lui, alors il n'a pas seulement été abandonné. Il a peut-être été volontairement écarté. » Eleanor chancela. Noah la soutint immédiatement. « Tu veux dire que ce chien de Shadow, il était peut-être là quand elle est morte? Il l'a vu ?» La question, à peine formulée, pesait déjà comme une évidence impossible à ignorer. Et avec elle, un vertige. Parce que si c'était vrai, alors Shadow n'était pas seulement un survivant. Il était peut-être un témoin. Rachel, la mâchoire tendue, se remit à penser comme une vétérinaire mais aussi comme une citoyenne. Si ce chien avait été impliqué dans une enquête active, alors son abandon n'était pas qu'une négligence. C'était un obstacle à la justice, une tentative de dissimulation, peut-être même une preuve détruite. « Il faut appeler les autorités », déclara-t-elle d'un ton ferme. « Si ce chien faisait partie de l'enquête sur l'accident de Grace, il y a des procédures, des responsabilités. » Mais avant qu'elle ne puisse attraper son téléphone, la voix d'Eleanor la coupa net. « Pas encore !» La vieille femme avait parlé avec une force étonnante. « D'abord, on le soigne, d'abord il se remet, ensuite, on verra. » Noah hocha la tête. « Elle a raison. C'est pas un élément de preuve. C'est un chien blessé. Il a besoin de repos, le reste peut attendre. » Rachel hésita, puis acquiesça lentement. Mais dans la pièce, tout le monde savait déjà que quelque chose avait changé, qu'ils avaient franchi une frontière invisible. Shadow n'était plus un simple chien à sauver. Il était devenu la clé d'un mystère que tous croyaient refermé. Cette nuit-là, la clinique se vida progressivement, laissant la famille réunie autour de Shadow. Eleanor s'installa sur une chaise à ses côtés, posant sa main sur le pelage encore rugueux de l'animal. Noah s'endormit sur un canapé, bercé par l'épuisement. Rachel, de son côté, resta éveillée, les yeux rivés sur des rapports vétérinaires, des bases de données de chiens policiers à la retraite, cherchant à reconstituer l'histoire de Shadow. Dehors, la ville de Pine Creek dormait sous un ciel étoilé paisible, inconsciente des vérités qui allaient émerger à l'aube. Et puis, à 3h17 du matin, la crise frappa. Les alarmes de la salle de soins se mirent à hurler. Shadow convulsait, son corps secoué de spasmes violents. Son rythme cardiaque, stable depuis quelques heures, chuta soudain. Rachel bondit de son canapé, glissant en chaussettes jusqu'à la table d'examen. « Non, pas maintenant, et tiens bon !» Elle vérifia les perfusions, ajusta les doses, injecta des stabilisants. Son corps agissait mécaniquement, mais son cœur cognait avec l'angoisse de celle qui ne supporte plus de perdre. Eleanor s'était réveillée, en panique, et regardait sa fille lutter pour la vie de ce chien, comme si elle se battait pour Grace elle-même. Noah, déjà debout, serrait les poings. « Qu'est-ce qui se passe ?»
Son corps lâche, dit Rachel sans détour. Il a trop subi, il est au bout. Au même instant, la porte de la clinique s'ouvrit brutalement. Le pasteur Clarkson apparut, les cheveux ébouriffés, encore en pyjama. Je me suis réveillé en sursaut. J'ai senti que je devais venir. Mais ce n'était pas une intuition mystique qui l'avait tiré du sommeil. 25 minutes plus tôt, il avait reçu un appel du shérif local, Walter Jennings. Ce dernier, en réexaminant les affaires non résolues, notamment celle de Grace, avait croisé une note étrange sur un chien K9 retiré du service peu après l'accident. « Eleanor, dit le pasteur, la voix douce mais grave, le shérif arrive. Il a des choses à vous dire. » Avant qu'elle ne puisse réagir, la porte s'ouvrit à nouveau. Le shérif Jennings entra, suivi d'un homme que personne ne connaissait encore. Grand, les épaules larges, le visage buriné, il portait une veste usée sur laquelle on distinguait à peine un insigne effacé. « Voici l'officier Mike Reynolds », annonça Jennings. Il était le maître chien de Shadow avant sa retraite, il y a 6 mois. Un silence de plomb tomba sur la salle. Mike s'avança, les yeux rivés sur son ancien partenaire. En voyant l'état du chien, il se figea. Ses traits se contractèrent sous le choc, puis la colère, puis une tristesse immense. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Rachel s'approcha méfiante mais professionnelle. « Vous le connaissez vraiment ?» Mike acquiesça lentement. « Il m'a sauvé la vie, 3 fois, en 5 ans de service. C'était le meilleur chien que j'ai jamais eu. Jusqu'à... » Il s'interrompit, incapable de poursuivre. Son regard se posa sur Eleanor, puis sur Noah. « Jusqu'à cette nuit, le 18 mai, la nuit où votre petite fille a été fauchée. » Eleanor se figea. Noah, lui, se leva d'un bond. « Il était là ? Il était là quand c'est arrivé ?» Mike hocha la tête. « C'est lui qui l'a trouvé. Il avait suivi sa piste depuis l'école. C'est lui qui a guidé les secours jusqu'à elle. » La révélation laissa tout le monde sans voix. Shadow, ce chien brisé, avait été l'un des derniers à voir Grace vivante. Il l'avait accompagnée jusqu'à la fin. Il avait veillé sur elle. Mais le plus dur restait à venir. Mike Reynolds restait figé devant Shadow, ses poings crispés, la mâchoire serrée. Dans ses yeux se mêlaient une tendresse profonde et une rage sourde. Rachel, qui observait attentivement son langage corporel, comprit vite. Cet homme n'était pas venu seulement pour revoir son ancien partenaire. Il portait un fardeau, un secret, peut-être même une honte. « Pourquoi l'avez-vous laissé ?» demanda-t-elle sans détour. « Pourquoi a-t-il fini abandonné, affamé, à l'agonie, au lieu d'être à vos côtés ?» Mike baissa les yeux. Il semblait vieilli de 10 ans. « Parce qu'on m'a forcé », répondit-il enfin. « Parce que certaines personnes ont vu en lui un danger. Pas pour la société, mais pour leur carrière. » La pièce entière se figea. Après l'accident de Grace, poursuivit-il, Shadow a changé. Il est devenu nerveux, obsédé. Il retournait toujours sur les lieux, encore et encore. Il cherchait quelque chose, ou quelqu'un, et puis un jour, il a flairé une piste dans un hangar près de la rivière. Il s'est mis à gratter un vieux plancher. Et ce qu'il a trouvé, c'était une pièce scellée, avec une chaussure d'enfant, la même marque que celle que Grace portait ce soir-là. Noah, blême, s'approcha. « Et qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Mike le regarda, l'âme en vrac. Ils ont dit que c'était une erreur, que le chien était instable, que c'était une coïncidence. On m'a retiré Shadow dès le lendemain. Ils ont classé l'affaire. J'ai reçu une promotion, un bureau, un téléphone, et lui, on m'a dit qu'il serait placé dans un refuge sécurisé. Mais ce n'était qu'un mensonge. Ils ont tenté de l'euthanasier, discrètement. Il s'est échappé. Depuis, je le cherchais, chaque semaine. Le choc dans la salle était total. Rachel inspira profondément. « Vous comprenez ce que vous venez de dire, monsieur Reynolds? Si c'est vrai, alors l'accident de Grace n'était peut-être pas un simple accident. »« Je le sais, dit-il. Et je sais aussi que si Shadow est revenu ici, dans cette ville, ce n'est pas par hasard. Il a suivi son instinct. Il a voulu finir ce qu'on l'a empêché de faire. » Eleanor, jusqu'alors silencieuse, prit la parole d'une voix tremblante mais ferme. « Ce chien est venu mourir ici, sur le sol même où elle est née. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une promesse. Quelque chose que même la mort n'a pas pu briser. » Mike hocha lentement la tête. « Je veux l'emmener. Je veux le ramener chez moi. Je peux lui offrir une retraite digne, des soins, de l'attention. Il a besoin de calme, pas de scandale. » Mais Noah s'interposa. « Non. » Son regard était ferme, brûlant. « Il a commencé quelque chose ici, et il le terminera ici. On ne l'abandonnera pas une seconde fois. » Rachel posa une main sur l'épaule du garçon. « Il n'est pas seul, Noah. Il a toi, il a ta grand-mère, il m'a moi. » Elle regarda Mike. « Et il a besoin de protection. Par si ce que vous dites est vrai,
Alors ce chien dérange. Il représente une menace pour ceux qui ont voulu enterrer la vérité. Un long silence s'installa, jusqu'à ce que le shérif Jennings prenne enfin la parole. Je ne peux pas lancer une enquête officielle avec juste le témoignage d'un chien. Mais si vous me montrez cette fameuse chaussure, si vous me donnez des faits, des éléments tangibles, alors je rouvrirai le dossier. Mike sortit de sa poche un sachet plastique. À l'intérieur, une petite chaussure usée, maculée de terre séchée. Je l'ai gardée, dit-il, parce qu'au fond, je savais que la vérité referait surface. Le shérif la prit, l'examina longuement. Puis, sans un mot, il rangea le sachet dans sa sacoche. Je reviendrai demain matin avec des experts. Et si l'ADN correspond à Grace Sullivan, alors tout changera. Ce fut Eleanor qui conclut. Non, ce ne sera pas demain que tout changera. Ce sera aujourd'hui. Parce qu'à partir de maintenant, on ne se taira plus. On n'abandonnera plus et on n'oubliera plus rien. Cette nuit-là, Shadow fut transféré dans une pièce plus calme, éclairée par une lampe douce, bercée par le murmure de la radio. Noah s'installa à ses côtés, posant sa main sur sa patte. « T'as fait ce que t'as pu, maintenant c'est à nous de faire le reste. » Le chien ouvrit légèrement les yeux et dans ce simple regard, un monde entier de souffrance, de loyauté et de mémoire. Le lendemain matin, le hangar près de la rivière fut fouillé par une équipe spécialisée. Ce qu'ils y trouvèrent dépassa toutes les attentes. Sous les planches pourries, dans un coin dissimulé par des débris, ils découvrirent un vieux sac à dos d'enfant contenant un carnet, des dessins, une barre chocolatée à moitié fondue et une médaille scolaire gravée au nom de Grace Sullivan. La découverte fut immédiatement signalée à la presse. L'affaire fut rouverte et bientôt, les regards de tout l'État se tournèrent vers Pin Creek. Ce n'était plus seulement une affaire de deuil, c'était une affaire de vérité. Et Shadow, malgré ses blessures, malgré les douleurs, venait d'ouvrir la porte à un procès que personne n'attendait. Dans la clinique, Eleanor regardait les images à la télévision, la main posée sur le dos de Shadow. « Tu n'as pas seulement sauvé notre famille, » murmura-t-elle, « tu nous as redonné un avenir. » Les jours suivants furent un tourbillon. Les journalistes affluaient à Pin Creek, caméra à l'épaule, micro tendu, espérant capturer un fragment de cette histoire improbable. Un chien blessé, oublié, qui révélait ce que toute une ville avait choisi d'ignorer. Sur les plateaux télé, le nom de Grace Sullivan revenait comme une plainte collective, une onde de choc qui traversait les foyers américains. Mais derrière les projecteurs, dans la clinique vétérinaire transformée en sanctuaire, une autre guerre se jouait. Celle pour la survie de Shadow. Rachel veillait sur lui jour et nuit. Ses constantes s'étaient stabilisées, mais les infections refusaient de céder. Son foie était fragile, ses muscles atrophiés. Mais son regard gagnait chaque jour un peu plus de lumière, comme s'il sentait que quelque chose en valait enfin la peine. Eleanor lisait à voix haute des passages de vieux romans qu'elle avait utilisés dans ses classes, des mots de courage, d'héroïsme, d'espoir, et Noah lui parlait comme à un ami de toujours. « Tu sais, » lui disait-il, accoudé à la table d'examen, « t'étais pas censé nous trouver. C'est pas nous que tu cherchais. Et pourtant t'es resté. Alors t'es peut-être le seul ici à avoir compris ce qu'elle voulait vraiment. » Le shérif Jennings, de son côté, poursuivait discrètement son enquête. Les premiers tests ADN confirmèrent que les objets retrouvés dans le hangar appartenaient bien à Grace. Mais surtout, des anomalies apparurent dans le rapport initial de l'accident. Une caméra de surveillance, installée non loin du lieu du drame, avait enregistré un enregistrement cette nuit-là, classé comme inutilisable à cause d'un dysfonctionnement technique. Sauf qu'en l'examinant de plus près, les techniciens réussirent à restaurer des fragments d'images, et ce qu'ils virent glaça le sang de l'enquêteur. On y distinguait une silhouette masculine, casquette abaissée, poussant violemment une fillette sur la chaussée avant de disparaître dans la nuit. Aucun doute possible. Grace n'avait pas été victime d'un accident. Elle avait été jetée sous les roues de cette voiture. Le choc fut total. Le dossier, désormais requalifié en homicide volontaire, fut transféré à la Cour d'État. Les autorités fédérales débarquèrent à Pin Creek, accompagnés d'un procureur opiniâtre venu de Chicago, Marcus Ellison, bien décidé à aller jusqu'au bout. « Nous avons trop longtemps fermé les yeux sur ce genre de dossier », déclara-t-il. Mais cette fois, ce chien a parlé. Et la justice, elle n'oublie pas. La tension dans la ville monta d'un cran. Certains habitants restaient sceptiques, murmurant que cette affaire n'aurait jamais dû être rouverte. D'autres, au contraire, affichaient leur soutien à Shadow et à la famille Sullivan avec des banderoles sur leur porche. « Justice for Grace »,« Truth has four legs » ou encore « This dog remember ». Un soir, alors que Rachel s'apprêtait à rentrer chez elle,
Elle découvrit un mot anonyme glissé sous le pare-brise de sa voiture. Il aurait mieux valu qu'il meure. Elle ne dit rien à sa mère, ni à Noah, mais ce soir-là, elle dormit à la clinique juste à côté de Shadow. Le lendemain, tout bascula. Mike Reynolds fut retrouvé inconscient dans sa voiture, garée au bord d'un ravin. Aucune trace de lutte apparente, mais une piqûre suspecte dans le cou. Le dossier changea une nouvelle fois de nature. Ce n'était plus un simple procès. C'était une affaire d'entrave à la justice, peut-être même de conspiration. Le procureur Ellison, furieux, ordonna une protection rapprochée pour Eleanor et Noah. Mais malgré le danger, la vieille institutrice refusa d'être déplacée. « S'ils veulent me faire taire, dit-elle, ils devront le faire devant tout le monde. » Rachel, de son côté, prenait des notes précises sur le comportement de Shadow. Il réagissait aux voix d'hommes en uniforme, à certains sons de radio, à des sifflements de fréquences spécifiques. C'était un professionnel. Un chien entraîné pour alerter, pour protéger, pour réagir. Et si l'on en croyait Mike, Shadow possédait une mémoire sensorielle presque infaillible. Il reconnaît les gens, dit-elle un soir à Jennings. Pas seulement leur visage, leur odeur, leur démarche, leurs vibrations. C'est alors qu'une idée folle germa, et si on le confrontait au suspect? Pas dans une salle d'interrogatoire classique, mais à travers une mise en scène discrète, sans contact, juste pour voir, pour observer. Le shérif hésita d'abord, mais après quelques discussions avec le procureur, ils acceptèrent. Et c'est ainsi que, le jeudi suivant, une série d'hommes furent convoqués pour une vérification de procédure. Parmi eux, l'ancien directeur de l'école, un enseignant remplaçant, un voisin qui avait longtemps refusé de témoigner et un certain Logan Matthews, entrepreneur de la ville connu pour ses dons à la mairie et ancien petit ami de la mère de Grace. Quand Logan entra dans la pièce, Shadow, jusque-là calme, se redressa brusquement. Ses muscles se tendirent. Ses oreilles se dressèrent, et dans ses yeux, il n'y avait plus rien de brisé. Il grogna, bas, long, menaçant. Rachel recula instinctivement. Eleanor resta figée. Noah, lui, eut un frisson. Ce grognement, il ne l'avait encore jamais entendu. C'était un avertissement, un signal. Et Logan, blême, baissa les yeux. Le lendemain, le procureur Ellison obtint un mandat. L'ordinateur portable de Logan fut saisi. Et ce qu'ils y trouvèrent fit voler le silence en éclats, des fichiers supprimés liés à la vidéosurveillance de l'école, des échanges suspects avec le shérif adjoint de l'époque, depuis muté, et un brouillon de messages non envoyés, intitulé simplement « Elle savait ». Le dossier devenait une bombe. Le procureur Ellison, d'ordinaire méthodique et lent, accéléra tout. Le message non envoyé, retrouvé sur l'ordinateur de Logan Matthews, était court, mais lourd de sens. « Elle savait ? Elle m'a vu ?» Je crois qu'elle en a parlé à son frère. À la lumière de cette simple phrase, le visage de Grace changea dans les mémoires. Ce n'était plus seulement une fillette victime d'un chauffard. C'était une gamine lucide, courageuse, qui avait peut-être découvert un secret trop lourd, trop dangereux, et qui en avait payé le prix. Rachel se souvenait de ce que Noah lui avait confié quelques semaines plus tôt, que Grace avait parlé d'un homme bizarre qu'il observait depuis une voiture noire. À l'époque, personne n'y avait prêté attention. Une imagination d'enfant, avait-on dit. Et pourtant, cette voiture correspondait à celle de Logan garée ce soir-là, à 2 rues de l'école. Les choses s'enchaînèrent vite. Le procureur convoqua une conférence de presse à la mairie de Pink Creek. Grâce à la persévérance d'une famille, au courage d'un chien abandonné et au silence qui s'est brisé, nous sommes en mesure de rouvrir entièrement le dossier Grace Sullivan. Il s'agit désormais d'un meurtre déguisé, commis avec préméditation. À ses côtés, Shadow, debout, bandé, amaigri, mais digne, fixa les journalistes sans bouger. L'image fit le tour du pays en moins de 2 heures. On le surnomma « le chien qui n'oublie jamais ». Mais cette soudaine médiatisation eut des conséquences. Des menaces anonymes commencèrent à arriver, plus explicites, plus précises. « Vous voulez creuser ? Vous creuserez vos tombes ?» Rachel reçut un colis contenant un collier identique à celui que Shadow portait avant son abandon. L'étiquette disait simplement « On peut recommencer ». Le shérif Jennings renforça la sécurité autour de la clinique. Des policiers patrouillaient jour et nuit. Et Noah, malgré son jeune âge, dormait désormais avec un couteau sous l'oreiller. Eleanor, elle, restait d'une calme désarmant. Elle avait connu des tempêtes, perdu des élèves, traversé des deuils, mais rien ne l'avait préparée à cette guerre silencieuse qu'on menait contre eux. Et pourtant, elle ne fléchissait pas. « Si quelqu'un doit avoir peur, disait-elle, ce n'est pas nous, c'est celui qui regarde derrière son épaule. »
Une semaine plus tard, l'arrestation de Logan Matthews fut ordonnée. Lors de sa garde à vue, il ne parla pas. Pas un mot, pas un regard, mais les preuves s'accumulaient, traces d'ADN dans le hangar, logs effacés sur ses serveurs et surtout, le témoignage d'un ancien adjoint du shérif, revenu de retraite avec la conscience en feu. Je savais ce qu'il avait fait. Il me l'a dit, une nuit, bourré, mais on m'a payé pour me taire. Le jour où Logan fut transféré au tribunal, une foule immense s'était réunie devant le bâtiment. À l'avant, Noah, Rachel, Eleanor et Shadow. Le chien avançait lentement, porté en partie par un harnais spécial. Mais lorsqu'il croisa le regard de Logan, il se redressa d'un coup, grogna de nouveau, plus fort que jamais. Et dans un moment suspendu, tout le monde comprit. Il le reconnaissait. Il l'avait toujours su, c'était lui. Les larmes coulaient sur les joues de Rachel. « Tu l'as protégé jusqu'au bout, pas vrai ? Même après sa mort, tu ne l'as jamais laissé seul. » Le procès fut fixé pour le mois suivant. Et en attendant, une décision inattendue ébranla Pine Creek. La mairie annonça qu'une statue serait érigée devant l'école en hommage à Shadow et à Grace. Ce ne serait pas un simple monument, mais un lieu de mémoire, un serment, que plus jamais un enfant ne serait oublié, et que parfois la vérité ne parle pas avec des mots, mais avec des traces de pas dans la terre. Noah proposa une idée, une plaque gravée, simple mais éternelle. Tu n'as pas aboyé ce jour-là. Tu as crié pour qu'on écoute. Aujourd'hui, on t'entend. Pendant les semaines suivantes, Shadow retrouva lentement des forces. Sa fourrure reprenait de l'épaisseur, son appétit revenait, et ses yeux brillaient à nouveau. Il ne pouvait plus courir, il ne pouvait plus mordre, mais sa présence suffisait. Il devenait un symbole vivant, une mémoire à quatre pattes, un fragment de justice que personne ne pouvait plus ignorer. Et dans les couloirs de la clinique, la nuit, quand tout le monde dormait, Rachel restait parfois éveillée regardant l'animal dormir paisiblement, ses pattes parfois agitées de rêves lointains. Elle se demandait s'il revoyait Grace, si dans ses souvenirs, elle courait encore vers lui, les bras grands ouverts, et si dans ses rêves, il la protégeait enfin, comme il avait toujours voulu le faire. Le procès de Logan Matthews s'ouvrit sous haute tension, dans la petite salle du tribunal de Pine Creek, transformée pour l'occasion en forteresse médiatique. Chaque geste, chaque mot, chaque regard était analysé. L'accusation présentait un dossier solide, une série de preuves matérielles, des témoignages reconstitués et surtout une chronologie qui ne laissait que peu de doutes. Logan avait un mobile, l'opportunité, et un passé bien plus trouble que ce que son statut d'homme influent avait toujours laissé paraître. Dans les premiers rangs, Noah, Eleanor et Rachel s'étaient installés côte à côte. Et à leurs pieds, dans un harnais spécial, Shadow était là, digne, silencieux, veillant comme il l'avait toujours fait. Le juge autorisa sa présence comme soutien émotionnel pour les témoins. Un fait rarissime, justifié par l'impact direct que le chien avait eu sur le déroulement de l'enquête. Il devenait ainsi, sans jamais prononcer un mot, l'un des piliers de l'accusation. Le procureur Ellison, impitoyable, retraça les faits avec précision. Il parla du hangar, des enregistrements restaurés, du silence acheté d'un adjoint et surtout du lien entre Grace et Logan. Ce dernier aurait été surpris par la fillette en train de le photographier dans sa voiture, près de l'école. Un réflexe d'enfant avec son téléphone. Ce cliché, aujourd'hui effacé, aurait pu tout changer. Mais il avait paniqué, il avait agi, et il avait fait disparaître ce qu'il croyait être une menace. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était Shadow. L'audience fut marquée par un moment inattendu. Lorsque l'ancien adjoint du shérif, désormais en fin de vie, vint déposer, il se tourna vers la salle et déclara d'une voix grave « Ce chien s'est souvenu de ce que j'ai voulu oublier. Et pour ça, je lui dois la vérité. » Un silence pesant tomba sur la pièce. Ce témoignage, ému, sincère, scella le cœur du jury. Il ne s'agissait plus d'une affaire abstraite. C'était une trahison humaine, révélée par la fidélité d'un animal. La défense tenta de discréditer le chien. Ils parlèrent de comportements post-traumatiques, de conditions physiques instables, d'instincts déformés par la douleur. Mais chaque fois, Rachel montait à la barre, calme, inébranlable. Ce chien n'a jamais oublié la vérité. C'est nous qui l'avons ignoré. Au fil des jours, l'opinion publique prit position. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des groupes de soutien se créèrent à travers tout le pays. On y partageait des photos de Shadow, on racontait des histoires similaires, on parlait de justice, de mémoire et de réparation. Pendant ce temps, dans l'intimité de la clinique, entre deux audiences, Shadow continuait de guérir.
Il marchait un peu mieux, il acceptait la nourriture sans crainte. Et chaque matin, dès que Noah entrait dans la pièce, il battait doucement de la queue. Ce lien, si simple et si fort, semblait défier tout le reste. Car dans le cœur de l'enfant, il n'y avait ni stratégie ni procès. Il y avait juste la reconnaissance pure, brute, silencieuse. Un soir, alors que Rachel observait les étoiles depuis le porche, Eleanor vint s'asseoir à ses côtés. « Tu sais, j'ai toujours cru que la justice avait une voix grave, des lois, des hommes en robe. Mais maintenant, je crois qu'elle peut avoir des pattes, un regard fatigué et des silences qui crient plus fort que les mots. » Rachel sourit, émue. « Tu crois qu'il s'en rend compte ?»« Oh oui, » répondit Eleanor, « mais ce qui compte, ce n'est pas qu'il sache, c'est qu'il est tenu, qu'il soit resté debout. » Lorsque le verdict fut rendu, le silence dans la salle fut assourdissant. Logan Matthews fut reconnu coupable d'homicide volontaire, obstruction à la justice et destruction de preuves. Il fut condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. L'émotion fut immense. Noah serra Shadow contre lui, les larmes coulant librement. Eleanor, digne et droite, hocha la tête, comme si elle saluait enfin le retour de quelque chose qu'on lui avait volé, la paix. Et pourtant, ce n'était pas la fin. Quelques semaines après le verdict, Rachel reçut un appel du directeur du Bureau national des chiens de service. « Dr Sullivan, ce chien mérite plus qu'une simple retraite, il mérite d'inspirer. » Il lui parla d'un programme pilote, former de jeunes vétérinaires à comprendre le langage comportemental des chiens traumatisés. Un programme qui porterait un nom simple, Shadow Protocol. Rachel hésita, puis regarda son vieux patient, allongé au soleil, paisible, un œil entrouvert, comme s'il écoutait. Il acceptera, mais seulement si un certain garçon est dans l'équipe. L'homme au téléphone rit. On fait une exception. Le plus jeune assistant vétérinaire de l'histoire du programme, c'est bien ça? C'est exactement ça. Le Shadow Protocol fut lancé 3 mois plus tard dans un centre spécialisé, à la lisière de l'Oregon. Construit dans une ancienne base forestière réhabilitée, le centre accueillait des vétérinaires en formation, des chiens issus de refuges, des anciens animaux militaires en réhabilitation, et désormais un mentor inattendu, Shadow. Rachel, officiellement nommée directrice clinique du programme, y emménagea avec Noah et Eleanor, laissant derrière eux Pine Creek, mais emportant l'essentiel, une histoire qui avait changé leur vie. Noah avait insisté pour que l'on accroche au mur principal une photo de Grace, souriante, son cartable sur le dos. Juste à côté, une plaque en métal où l'on pouvait lire « À ceux qui n'aboignaient pas pour faire peur, mais pour nous réveiller ». Chaque matin, Shadow suivait les jeunes recrues d'un pas tranquille. Il ne participait pas aux exercices, mais il observait. Et parfois, lorsqu'un élève doutait, stressait ou baissait les bras, le chien s'approchait, posait sa patte sur la cuisse et regardait droit dans les yeux. Ce geste simple devenait un rituel, une validation silencieuse, une manière de dire « tu peux, continue ». Noah, lui, découvrait une vocation. Il notait tout dans un petit carnet qu'il appelait le journal de Shadow. Il y dessinait, y écrivait ses observations, ses questions. Rachel souriait souvent en le lisant. Aujourd'hui, il a cligné 3 fois des yeux en voyant le nouveau chien. Je pense qu'il se souvient de quelque chose. Ou encore, il a léché la main du stagiaire qui tremblait. Il lui a redonné confiance. Un jour, en fin d'après-midi, Rachel demanda à son fils ce qu'il pensait faire plus tard. Il répondit sans hésiter. « Je veux réparer les chiens qui ont été brisés, comme toi, maman, mais avec lui aussi. » Les premières semaines du programme furent éprouvantes. Certains chiens refusaient tout contact, d'autres hurlaient la nuit, griffaient les murs ou restaient figés, le regard vide. Mais lentement, jour après jour, à travers des gestes doux, des mots simples et beaucoup de patience, les barrières tombaient. Shadow restait toujours à distance comme un vieux sage. Et quand l'un des chiens finissait par poser la tête sur les genoux d'un élève, il s'approchait et déposait sa propre patte à côté. Comme pour dire « Bienvenue ». L'histoire du programme fit rapidement le tour du pays. Des vétérans envoyèrent des lettres de soutien, des écoles vétérinaires proposèrent des échanges, et un producteur de documentaires sollicita l'autorisation de filmer quelques mois dans le centre. Rachel accepta à une seule condition. Pas de mise en scène, pas de pathos, juste la vérité. Le réalisateur promit. Et ce qu'il capta dépassa toutes les attentes. Une séquence, notamment, bouleversa les spectateurs. On y voyait un jeune chien militaire nommé Echo, blessé lors d'une explosion, incapable d'approcher un humain sans trembler. Pendant des semaines, il refusait tout contact. Puis un jour, Shadow s'assit à quelques mètres, silencieux, immuable. Echo, d'abord tendu, s'était couché, et après un long moment, avait rampé jusqu'à lui,
posant sa tête sur la patte de Shadow. Aucun mot, aucun ordre, juste une reconnaissance entre deux âmes meurtries. Ce moment fut diffusé dans des écoles, des hôpitaux, des prisons. Il devint un symbole, une preuve vivante que la guérison n'est pas une ligne droite, qu'elle demande du temps, de la dignité, et parfois un miroir silencieux pour s'y retrouver. Un matin d'hiver, Rachel sentit que quelque chose changeait. Shadow dormait plus longtemps, il mangeait moins, son souffle était plus lourd. Le vétérinaire du centre, un ancien élève devenu collègue, confirma ses soupçons. Son cœur s'affaiblissait. Il ne souffre pas, y précisa-t-il, mais il approche doucement de la fin. Rachel s'assit près de lui ce soir-là. Noah aussi. Éléonore tenait une tasse de thé fumant. Personne ne parla, ils savaient tous. Et pourtant, il n'y avait pas de peur, juste une gratitude immense. « Tu sais, » murmura Rachel en caressant sa fourrure, « tu nous as tous réparés. Et même quand tu partiras, tu resteras ici. Dans chaque chien qui guérira, dans chaque élève qui comprendra, et dans chacun de nos silences. » Les jours suivants furent empreints de calme. Pas de douleur, pas d'alerte brutale, juste une lente descente, paisible, comme si Shadow lui-même savait qu'il avait accompli sa mission. Il passait de plus en plus de temps au soleil, allongé dans la cour, la tête posée contre les pieds de Noah. Il n'aboyait plus, il ne grognait plus. Mais ses yeux, eux, restaient vivants, encore pleins de ce regard lourd de sens qu'aucun mot ne pourrait remplacer. Le centre entier semblait respirer au rythme de ce vieux chien. Même les élèves, d'habitude bavards et nerveux, adaptaient leur présence. On parlait plus doucement, on marchait plus lentement. Comme si tout le monde, d'un commun accord, voulait lui offrir un dernier mois de sérénité. Un matin, Noah entra dans le bureau de Rachel avec son carnet à la main. Il lui tendit sans un mot. Sur la dernière page, il avait écrit à l'encre bleue « Il n'est pas mort, il est devenu la voix des autres ». Rachel sentit sa gorge se nouer. C'était peut-être la vérité la plus simple, la plus pure qu'elle ait jamais lue, car Shadow n'était plus juste un chien blessé. Il était devenu un symbole, une mémoire, une force douce qui traverserait le temps. Le 14 février, par une matinée brumeuse, Shadow s'endormit pour la dernière fois. Il était allongé dans son coin préféré, près de la grande baie vitrée qui donnait sur les montagnes. Noah était là, sa main posée sur sa tête, Rachel aussi. Éléonore récitait doucement un poème que Grace aimait enfant. Quand son souffle s'arrêta, ce fut sans fracas. Juste une dernière expiration lente et le silence. Mais un silence rempli d'amour, de paix. Il n'y eut pas d'enterrement traditionnel. À la place, toute l'équipe, les élèves, les chiens, les familles, venus des 4 coins du pays, participèrent à une cérémonie dans les collines derrière le centre. Une stèle fut dressée, simple, épurée, avec ces mots gravés dans la pierre. « Il n'a pas mordu, il a révélé. Il n'a pas fui, il a attendu. Il n'a pas parlé, il a écouté. » Et tout autour de cette stèle, on planta des chênes, des érables, des pins. Un bosquet de mémoire. Chaque arbre portait le nom d'un chien passé par le centre. Et au centre de ce cercle, une dalle de pierre légèrement inclinée sur laquelle était gravé un nom unique, Shadow. Noah devint le gardien silencieux de cet endroit. Tous les samedis matins, il venait y déposer une pomme rouge, symbole de Grace, qu'elle adorait croquer après l'école. Il s'asseyait en tailleur, carnet à la main, et racontait à Shadow les progrès du centre, les chiens arrivés, les guérisons inattendues. Aujourd'hui, Echo a sauté dans l'eau pour la première fois, écrivait-il. Et ce soir, il a dormi contre moi. Les années passèrent. Rachel devint une référence nationale dans l'étude du traumatisme animal. Le programme Shadow Protocol s'étendit à plusieurs États. Des documentaires furent diffusés à l'international. Noah grandit, mûrit et intégra une grande école de médecine vétérinaire avec une spécialité, le lien entre la mémoire canine et les émotions humaines. Mais jamais il n'oublia Shadow, ni Grace, ni cette période suspendue où un chien brisé avait réveillé tout un monde endormi. 5 ans après le départ de Shadow, la petite ville de Pine Creek changea elle aussi. La maison abandonnée des Easton avait été rasée, remplacée par un petit parc fleuri. À l'entrée, une plaque en bronze portait une simple inscription « En mémoire de ceux qui ne peuvent te parler et de ceux qui les écoutent ». Le nom de Grace y figurait, tout comme celui de Shadow, à égale distance, lié à jamais. Chaque année, à la date de leur rencontre silencieuse, ce moment où elle avait osé le caresser et lui avait baissé la tête en réponse, les enfants de l'école voisine venaient déposer des dessins, des fleurs ou des messages dans une boîte aux lettres en bois. « Merci de l'avoir protégé. Tu es le héros de mon chien. Je veux être comme toi. » Rachel, désormais à la tête d'un programme national, voyageait de ville en ville, formant, inspirant, transmettant.
Mais, chaque mois, elle revenait au centre. Elle y retrouvait Noah, devenu instructeur, épaulé par une nouvelle génération de jeunes vétérinaires. Il riait souvent en repensant à cette époque où tout avait basculé, quand tout semblait perdu, et que pourtant, un vieux chien oublié avait ravivé la flamme. Parmi les élèves du programme, un garçon se démarquait. Timide, réservé, il avait été placé en foyer après une enfance marquée par les abus. Mais avec les chiens, il devenait lumineux. L'un d'eux, un mâle au pelage charbon, réactif, apeuré, refusa tout contact pendant des semaines, sauf avec lui. Noah l'observa un jour, penché vers l'animal, murmurant des phrases qu'il griffonnait ensuite dans un carnet. Curieux, il demanda ce qu'il écrivait. Le garçon répondit « Je lui lis ce que j'aimerais qu'on m'ait dit. » Et il me répond sans parler. Rachel, en entendant cela, sentit un frisson la traverser. C'était ça, l'héritage, pas une statue, pas un livre, mais un passage de témoin silencieux, de cœur à cœur, de cicatrice à cicatrice. Shadow vivait dans ses gestes, dans ses silences, dans ses regards qui, sans mots, signifiaient « Je sais, je suis là ». Un soir, Noah retrouva son ancien carnet, celui qu'il tenait quand il n'était encore qu'un adolescent hanté par le poids de la culpabilité. Il s'assit près du feu, le feuilleta et tomba sur une page à moitié effacée. On y lisait « Je croyais avoir perdu ma sœur, mais en cherchant la vérité, j'ai trouvé bien plus. Un ami, un guide, une deuxième chance. » Il referma le carnet, les yeux brillants, et leva les yeux vers le ciel. Il n'y avait pas de miracle, pas de retour en arrière, Grace ne reviendrait pas. Mais son souvenir n'était plus une plaie. C'était devenu une promesse, que plus jamais un cri silencieux ne serait ignoré, que chaque être, même brisé, peut devenir lumière pour un autre, et que parfois il suffit d'un chien pour rallumer le monde entier.